Sapporo, c'est fini. Il n'y avait plus une place libre ce matin pour la cérémonie de clôture des 11e Jeux olympiques d'hiver. Sapporo, organisé avec efficacité par les Japonais, ressemble à un Waterloo pour le ski alpin. Les Français n'obtiennent aucune médaille d'or. Denver, c'est encore loin. Avery Brandage s'est déjà demandé si les Jeux de Denver 76 pourraient être vraiment organisés dans 4 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Connaissiez-vous le nom de Fernández Ochoa? Ochoa va devenir la nouvelle idole du peuple espagnol. Ochoa, 21 ans, est le vainqueur inattendu du slalom spécial de Sapporo. Il a devancé les cousins italiens Toeni, les Français et les Autrichiens. Jean-Michel Leliot. Oui, je vous propose de voir le tableau avant la descente justement de Fernando Francisco Ochoa, appelé aussi Paquito. Ceux qui suivent le ski de très près, on peut le dire, connaissent Ochoa. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même déjà réussi quelques bonnes performances, en particulier en 1969, il fut le premier du spécial et du géant d'Andorre, 6e à Megève la même année, en 70, 9e du slalom à Val Gardena, et là il jette tout son influx, tout ce qu'il a dans cette deuxième manche du spécial olympique. Mais c'était pas un des tout premiers skieurs européens. Non, effectivement, il n'avait pas remporté cette année de grande victoire, sa meilleure place était la 7e. Alors comment elle a été possible cette victoire? Avec beaucoup de cran, vous le voyez sur vos images, avec énormément de courage aussi, et puis un culot à vous couper le souffle, puisqu'Ochoa est là dans la deuxième manche, il avait déjà gagné la première, avec exactement 41 centièmes d'avance sur Auger, 56 centièmes sur Duvillard, c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure sur le tableau deux noms de Français inscrits à la deuxième et troisième place, et Schmalz, l'italien, était à 75 centièmes. Mais je crois que le grand moment de ce spécial d'aujourd'hui, cela reste la descente, le spécial de Gustavo Tueni. Sachez cependant que Gustavo Tueni a repris ici, dans ce spécial deuxième manche, 32 centièmes à Ochoa. Et que Tueni était à l'issue de la première manche à 1 seconde 33 centièmes. C'est du ski merveilleux. Je vous laisse l'apprécier. Rappelons qu'il avait pour lui la décontraction, puisqu'il était déjà médaille d'or, Gustavo, au slalom géant depuis quelques jours, et qu'il est parti ce matin, l'esprit tranquille, à la conquête d'une médaille d'argent derrière Ochoa. Qui est Ochoa? 22 ans, fils d'un professeur de ski à Guadarrama, exactement. Et vous savez qu'on skie beaucoup d'ailleurs en Espagne, et je crois que cela va avoir une importance considérable en Espagne, la victoire d'Ochoa. Ça va être peut-être le départ d'une vraie industrie du ski et d'une école de ski aussi. Jean-Michel, quand on fait le bilan de ces Jeux de Sapporo, ce sont vraiment les Soviétiques qui les remportent. L'un des bilans les plus rapides à faire, c'est celui de l'équipe de France, sans ironie, à savoir une médaille d'argent, celle de la jeune de Bernard, et deux médailles de bronze, celle de Florence Terrer et puis de Patrick Perra. Deux pays alpins quand même ont baissé les bras, c'est l'Autriche d'abord, mais il est vrai que l'affaire Schranz n'a pas donné le moral aux Autrichiens, et puis la France évidemment. Cela dit, les Suisses, il y a quelques années, étaient vraiment dans le creux de la vague, sont revenus cette année, alors on espère que pour la France ce sera pareil. Les Soviétiques ont raflé la plupart des médailles, 8 médailles d'or si je ne m'abuse. Oui, en comptant les disciplines ski de fond, etc., dans lesquelles ils excellent, mais c'est un beau succès quand même pour les Soviétiques, qui ont titré, je crois que ce matin dans la Pravda, c'était victoire russe à Sapporo, victoire totale, ils ont raison. Nous verrons probablement très rapidement les leçons à tirer de ces Jeux olympiques de Sapporo, probablement dès demain 13h. Politique, Nixon et le drapeau américain sur la muraille de Chine, le voyage du président américain inspire même les peintres des États-Unis. Richard Nixon poursuit la préparation de ses entretiens historiques avec les dirigeants chinois. Parce qu'il est un des hommes qui connaissent le mieux Mao Tse-tung et la Chine, M. André Malraux a été, vous le savez, invité à la Maison-Blanche. Pour s'entretenir demain avec le président Nixon, M. André Malraux a quitté Paris tout à l'heure vers 10 heures. Jeu de cache-cache, on devrait presque dire jeu de catch-catch, ce matin au Rif pour le départ de M. Malraux. Qu'allez-vous dire au président Nixon? Il a dit dans sa conférence de presse qu'il tenait à parler avec quelqu'un qui connaissait Mao et il n'y a pas foule. Et comment concevez-vous cette visite, Monsieur le ministre, comme la rencontre de deux très grandes puissances, au contraire d'un pays très riche avec un pays très pauvre? Les deux choses. Monsieur Malraux sera de retour mercredi, on en saura peut-être plus à ce moment-là. En France, journée de réflexion pour les dirigeants politiques et syndicaux.
M. Chaban-Delmas décide aujourd'hui probablement de la date et la forme de la riposte aux attaques personnelles et politiques dont lui-même et le gouvernement sont l'objet depuis quelque temps. Le Premier ministre sait en tout cas qu'il bénéficie de la solidarité des dirigeants UDR et depuis hier de la confiante amitié, je citais, des secrétaires fédéraux de l'UDR qui s'étaient réunis à Paris samedi. M. Georges Segui s'en prend à M. Tomasini, le secrétaire général de l'UDR. Je cite M. Georges Segui, « Quand un pouvoir qualifie de subversion l'indignation que les injustices et les scandales qu'il sécrète provoquent dans l'opinion publique, il avoue la faillite de sa politique. » Force ouvrière a d'autres préoccupations, d'abord celle de sa propre unité. Certains responsables de la fédération chimie de FO vont quitter la Confédération pour fusionner avec la CFDT chimie. Ceux qui veulent rester à Force ouvrière ont tenu hier et aujourd'hui un congrès extraordinaire à Paris. Philippe Gallard. Force ouvrière nous sommes, Force ouvrière nous restons. C'est ce que sont venus déclarer aujourd'hui et hier un certain nombre des syndicats chimie FO. Ce contre-congrès a lieu avant le congrès d'unification FO-CFDT qui se tiendra dans 15 jours à Toulouse. Il a été déclaré par le tribunal de Paris en référé non conforme au statut de FO, mais ses responsables n'en ont pas moins décidé de se réunir, ne serait-ce que pour se compter. Monsieur Delaplace, quelle part des syndicats chimie FO représente ceux qui sont là? Je peux vous dire que 280 syndicats sont actuellement présents ou représentés et que le nombre des voix émises dans ce congrès, après que nous ayons pris la précaution d'éliminer tous les syndicats douteux ou tous les syndicats nouvellement constitués de moins de 7 adhérents, représente 340 voix. Pour quelle raison avez-vous refusé donc de suivre votre ancien secrétaire général et votre comité fédéral à la CFDT? Nous avons refusé pour une raison qui me paraît fondamentale et qui paraît fondamentale à tous les présents, c'est que nous sommes Force ouvrière. Nous avons choisi, pour certains d'entre nous, il y a maintenant plus de 25 ans, en 1947 et 48, les nouveaux qui sont venus depuis venaient parce qu'ils avaient l'idéal Force ouvrière, et la scission que se proposait de faire entériner l'habit ne pouvait pas être admise par ces militants. Nous entendons, à Force ouvrière, sauvegarder avant tout, et c'est pour nous fondamental, l'indépendance du mouvement syndical. Encore un coup de théâtre dans l'affaire Altman. Il n'est pas possible que Klaus Altman, alias Klaus Barbier, dont le gouvernement français avait demandé, vous le savez, l'extradition, ait pu retrouver la liberté en Bolivie sans complicité ou sans protection. La chasse à l'ancien nazi recommence, en tout cas cette fois, semble-t-il, dans la clandestinité. L'industriel bolivien ne sourit plus, comme à l'époque où il se laissait photographier avec son conseil d'administration, il se sait maintenant traqué. Aujourd'hui, la question posée d'ailleurs par Stéphane Paoli à Beat Klarsfeld est de savoir si Barbie se cache chez les anciens nazis de Bolivie et qui l'a aidé à échapper une fois encore à la justice. Je ne pense pas qu'il a pu quitter la Bolivie parce que finalement, s'il a pu quitter la Bolivie, ce sera vraiment avec l'aide des autorités boliviennes. Parce que quand j'étais à La Paz, on m'a montré le passeport d'Altman qu'on lui a enlevé. Et je ne pense pas non plus que les autorités boliviennes puissent se permettre de laisser échapper. D'ailleurs, ce sera en contradiction avec l'opinion de l'intelligentsia là-bas. Je voudrais citer ici quelques lignes qui ont été données dans une interview du Dr Alfredo Zapata Ruiz, qui s'est spécialisé même à la faculté de droit de Paris, qui dit « De nouveau, les yeux du monde entier sont fixés sur la justice bolivienne, avec un cas d'une importance et d'un intérêt extraordinaire, et par conséquent, la Bolivie ne doit pas décevoir le monde en prenant une attitude irréfléchie ou précipitée. Le chemin que doit suivre le pouvoir exécutif est absolument clair. Il faut que le dossier soit transmis au pouvoir judiciaire et que celui-ci applique les règles généralement acceptées du droit international et les lois du pays. » Klaus Altman, à une époque, a travaillé pour les Américains. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a pu éventuellement bénéficier de l'aide de quelques services américains? Et la possibilité, bien entendu, est toujours donnée, mais je pense quand même si ce sera donc, disons, une tendance entre la Bolivie et les Américains aujourd'hui, si le CIA peut le faire échapper. Le CIA, c'est la Central Intelligence Agency, le service d'enseignement américain. C'est le CIA qu'il avait travaillé après la guerre, et c'est le CIA ou les Américains, bien entendu, qui lui ont permis de quitter l'Allemagne et de s'installer quelque part en Amérique du Sud, c'est-à-dire en Bolivie. Une autre explication possible, est-ce que vous ne pensez pas que le procès de Altman-Barbie, s'il a lieu un jour, puisse gêner des gens, que ce soit à l'étranger ou même peut-être en France, et que par conséquent on aide Altman à disparaître?
Bien entendu, là c'est une autre possibilité qu'on peut envisager, que justement il y a des ennemis, ou plutôt peut-être des amis de Altman, Barbie, qui ont préféré de le faire disparaître pour toujours. Ce feuilleton tragique continue. La tempête redouble de violence en Bretagne et dans le sud-ouest atlantique. Les Palois vivent à l'eau minérale et au vin, ils ne sont pas les plus malheureux. Avec ce mauvais temps, des victimes déjà et des dégâts matériels importants dont nous reparlerons dès ce soir. En basket, trois résultats. Villeurbanne bat le Racing 108 à 84, Antibes bat Berck 92 à 82. Malgré De Gros, son animateur, malgré De Gros, capitaine de l'équipe de France, la forte équipe de Denain, elle, a été battue à Caen 87 à 85. Dernière minute de ce match entre Caen et Denain. Bob Riley, le nouvel américain du Caen Basket Club, obtenant ici l'égalisation. Jean De Gros, le capitaine de Denain, calme alors le jeu. Il monte la balle lentement car il s'agit à cet instant précis de la rencontre de tirer à coup sûr. Denain menait au repos de 4 points, 51 à 47, avantage que les Canets ont détruit à la 12e minute de jeu de la seconde mi-temps. Denain l'avait emporté, il faut le rappeler, à l'aller de 16 points, mais devait s'incliner hier soir dans le Palais des Sports de Caen dans les dernières secondes du match, malgré ce nouveau panier de Ledan, auteur de 28 points hier soir. Nous sommes maintenant dans la dernière minute de jeu. La balle est dans le camp canet. Charles Tassin va servir Jean-Georges Auguel qui égalise. 85 à 85. Il reste 22 secondes à jouer. Les 2 points de la victoire seront marqués par le second américain du Caen Basket Club, Dan Sadley. 87-85, score final. Un très bon match de basket, une victoire qui devrait permettre au Caen Basket Club d'éviter la relégation. Mais attention, demain à porter réclamation en ce qui concerne la qualification de Bob Riley. Jean-Michel Hulot me souffle 2 résultats de football. Saint-Étienne bat Metz 2 à 0. Nice bat et Paris Saint-Germain 1 à 1, si j'ai bien lu ce qu'il m'avait écrit. Aujourd'hui, Saint-Jourdain, Jordan, Sainte-Béatrice. Béatrice née à Ornacieux dans l'Isère vers 1260 et morte dans le dénuement 43 ans plus tard. Elle avait fondé un monastère à Émeux, dans la Drôme, où elle et ses compagnons ont vécu dans la plus extrême pauvreté. Pour terminer, 2 faits divers exceptionnels. En Seine-Maritime, 2 motos conduites par des jeunes s'accrochent à vive allure, apparemment sans dommage. Plus tard, en descendant de sa moto au garage, l'un des pilotes s'est rendu compte que sa jambe gauche était amputée à la hauteur de la cheville. On a fini par retrouver son pied, beaucoup plus tard, sur la chaussée. Il avait été arraché par les changements de vitesse de sa moto. Deuxième fait divers, dans l'Ardèche. Depuis son accident il y a quelques 19 ans, un agriculteur souffrait de la cuisse gauche et il soignait ce qu'il croyait être jusque-là un rhumatisme. En fait, il vivait sans le savoir avec, dans sa cuisse gauche, une poignée de portière de voiture qui pesait 100 grammes. Bon après-midi, à ce soir 19h45.